Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le début d'année scolaire, la rentrée, il fallait bien que ça se passe un jour. Alors nous y voici. Évidemment, au début de l'année scolaire, les profs, on a plein de choses à faire. Il faut se préparer, il faut accueillir les élèves. On est souvent on a peut-être changé d'école. Il faut peut-être aussi apprivoiser une nouvelle direction d'école qui vient s'installer dans notre milieu de travail. Il faut se préparer, il faut préparer nos cours, nos classes. On appréhende, ça a tout le temps un petit peu de fébrilité. J'ai vécu ça, puis vous vivez ça, vous autres aussi, à chaque année. Cependant, il est de tradition dans le milieu scolaire, en début d'année scolaire, de prendre aussi un temps pour réfléchir à sa pratique. Pourquoi on fait ça, en fait? C'est pas juste pour embêter le monde et se dire, regarde, on va occuper au moins une demi-journée de leur précieux temps. C'est surtout parce qu'on sait que dans le travail, pour vous autres, votre propre croissance personnelle, votre propre satisfaction au travail, c'est important de se fixer des buts et des objectifs. Moi, je travaille en motivation, puis je sais ça. Se fixer des buts et des objectifs, c'est important. Parce que, regarde, ça nous donne un drive pour quand ça va moins bien, quand on est fatigué, ça nous donne, on pense un peu aux olympiques aussi, ces athlètes-là qui se fixent des buts et des objectifs, mais ça va pour nous autres aussi. C'est pour ça qu'on prend une demi-journée ce matin, je vais vous parler de motivation, je vais vous parler de vos élèves, je vais vous parler aussi de pratique pédagogique, puis j'espère que ça va vous porter à peut-être vous fixer des buts et des objectifs en relation avec votre pratique pédagogique pour vous soutenir dans votre tâche puis dans votre préparation de début d'année. J'ai intitulé ça « La motivation à apprendre et si nos pratiques y étaient pour quelque chose ». Je vais répondre, on va se sauver bien du temps. Je vais répondre à ça tout de suite. Oui, nos pratiques pédagogiques sont pour quelque chose dans la motivation des élèves, puis qu'on vient de se sauver bien du temps, là. Mais comment, puis en où ça joue, ça, c'est une autre paire de manches. Il n'y a pas juste nos pratiques pédagogiques qui influencent la motivation des élèves. J'entends ça des fois, mais c'est pas vrai. Il y a d'autres facteurs. Ce que j'entends aussi, on ne peut pas rien faire, c'est juste la famille. Si la famille n'est pas là, je ne peux pas rien faire. Moi, je vous dis, c'est pas ça que la recherche soutient. C'est que si la famille n'est pas là, il faut que nous, on soit davantage là. Puis c'est fatigant. Puis on n'a pas tout le temps les ressources, mais c'est vrai. Mais la recherche, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut faire quelque chose quand il s'agit de motivation scolaire. Le contenu. Alors, on va voir un peu la direction de la motivation scolaire et des comportements associés. Dans un premier temps, on va voir un peu comment ça fonctionne, la motivation scolaire, chez les enfants du préscolaire et du primaire. Je vais vous parler un petit peu du secondaire aussi, parce que ça vous intéresse, parce que en sixième année, là, c'est déjà presque des adolescents. On va voir que la motivation scolaire, il y a des fluctuations importantes, des remontées puis des descentes. Mais on va voir aussi qu'il y a plus de descentes que de remontées. Dans les travaux que je mène depuis plusieurs années, avec des cohortes d'étudiants, d'élèves du primaire, du secondaire, de la région de Montréal, incluant Laval, là, entre la première année du primaire et la cinquième secondaire, la motivation, ça descend. Ça descend graduellement, autant pour les gars, non, ça descend chez les gars, chez les filles, ça descend en français, en maths, mais pas en musique, pas en art plastique. J'expliquerai pourquoi. Et ça descend plus rapidement chez les gars que chez les filles. Okay? Et ça, c'est des phénomènes qui sont décelables dès le primaire. Alors, on parlera de ça un petit peu, on expliquera un peu comment ça fonctionne, la motivation à apprendre chez les élèves. Puis, par la suite, je vais vous exposer le modèle que j'ai développé, qui s'appelle le modèle classe, qui reprend, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des pratiques, des choses, des attitudes, des comportements qu'un prof peut adopter et qui ont l'air d'avoir un effet positif sur la motivation? C'est pas des recettes. S'il y avait des recettes magiques, genre, regarde, fais ça puis ça motive tes élèves à coup sûr, je le publierais chez Guérin, je deviendrais super riche, puis je m'en irais rester dans le sud où il fait soleil tout le temps. Mais ça ne marche pas de même, fait que malheureusement, on va être obligé de... C'est des guides qui vont vous permettre d'avoir des approches qui sont peut-être susceptibles, en tout cas davantage susceptibles, d'avoir un effet sur les élèves. Pourquoi c'est pas certain? Parce que vous n'êtes pas les seuls à influencer la motivation à apprendre des enfants. Les parents, la famille, les pères, les conditions physiques même d'un élève.
la personnalité. Il y a plein d'éléments qui influencent. C'est pour ça que des recettes magiques, des trucs infaillibles, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. La direction de la motivation. Première chose, on va défaire un mythe. Un mythe qu'on entend souvent dans le milieu scolaire. J'entends souvent dans le milieu scolaire des choses comme tel élève n'est pas motivé. Ou tel groupe d'élèves n'est vraiment pas tellement motivé. Ou les jeunes aujourd'hui sont moins motivés que les jeunes autrefois. J'entends ça, qu'on entend ça souvent. Ça ne se peut pas, ça. Un être humain est tout le temps motivé à quelque chose. Prends un individu, tu l'embarques dans un garde-robe, tu vas voir, ce ne sera pas long que tu vas voir qu'il va être motivé à faire quelque chose. Au moins, à sortir de son mot-à-dit garde-robe, c'est certain. La question, c'est plus de savoir qu'est-ce qui motive la personne. Alors, la recherche nous apprend qu'il y a peut-être deux types de comportements, deux types de drive chez les enfants, chez les élèves, primaire, secondaire, puis même chez mes étudiants à la maîtrise et au doctorat, je constate ça aussi. Certains sont en face des situations d'apprentissage, ce qu'ils veulent faire avant tout, c'est apprendre, réussir. Ils veulent apprendre des choses, puis ils veulent réussir. Certains même veulent réussir mieux que les autres. Okay? C'est dans la nature, ça existe. Les gens qui ont cette préoccupation-là, les élèves qui ont cette préoccupation-là, vont adopter des comportements en conséquence. Des comportements reliés à l'engagement et à la persévérance. Ces comportements-là sont, premièrement, les forts. C'est des élèves qui vont s'engager assez rapidement dans les tâches, puis qui vont persévérer dans les tâches. Quand ils rencontrent des difficultés, ils n'arrêteront pas tout de suite. Ils vont essayer de résoudre la difficulté. Même dans des cas élevés là, de motivation, tu as des élèves de motivation à apprendre, tu as des élèves, quand tu rencontres des difficultés, ça les stimule, ça les motive. C'est le principe de base des jeux vidéo auxquels vos élèves jouent. Hein? Si c'était facile de sauver la princesse, puis tu avais juste à peser sur le piton, tout se faisait tout seul, il ne passerait pas des heures là-dedans. Ce qui est motivant, c'est le fait de la difficulté. Ça devrait être le même principe en milieu scolaire, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est rarement même le cas. On va voir un petit peu pourquoi tout à l'heure. Donc, un élève qui poursuit des buts d'apprentissage, c'est un élève qui est particulièrement porté à faire des efforts, à être attentif. Attentif, ça veut dire présent cognitivement. Il écoute quand on lui parle. Puis aussi, quand il est en train de travailler, il utilise le langage interne. Hein, il se parle en dedans de lui là, pour contrôler ce qu'il est en train de faire. Il ne se met pas sur le pilote automatique à faire n'importe quoi et à dire « je ne comprends rien puis je ne suis pas capable ». Il essaye, il est là, il est présent. C'est ça que ça veut dire être attentif. Être attentif, je vous jure, là, tu as bien plus de chances de réussir ta situation d'apprentissage que si tu es inattentif. Ensuite, il est tenace. J'en ai parlé tout à l'heure. Les difficultés peuvent même le stimuler, cet enfant-là. Et il est assidu. Assidu dans sa présence physique à l'école. Il ne manque pas pour rien. Il a hâte, après une fin de semaine, d'aller, imaginez, de retourner en classe. Là, en ce moment, il est là, puis j'ai assez hâte. Quand est-ce qu'il revient à l'école chez vous autres? Lundi prochain, ben, j'ai hâte à lundi. Tu sais? Je vais vous expliquer ça aussi tout à l'heure. Pourquoi c'est comme ça? Et, ben, il est idéal, là, hein, on voit bien. Puis, il est aussi plutôt porté à respecter les règles de conduite. C'est-à-dire les règles que vous installez en classe, les règles de comportement. Bon, là-dedans, il y a des niveaux, là. Ils ne sont pas tous très comme ça, là. Mais c'est-à-dire qu'on peut dégager la chose suivante. Il y a des élèves, voyez-le ou non, qui à l'école, leur préoccupation principale, c'est d'apprendre et réussir. Il y en a, c'est un petit peu ça. Il y en a, c'est moyennement ça. Il y en a, c'est beaucoup ça. Hein? Il y a des niveaux là-dedans. Ils ne sont pas tous sur le même patron. La recherche nous apprend que la très grande majorité des enfants qui arrivent à l'école primaire, en première année, je parle, ils arrivent avec ces patrons-là. Ils s'en vont à l'école pour apprendre et réussir. Faites l'expérience suivante, je la fais souvent et j'ai toujours le même résultat. Tu demandes à un 5 ans qui s'en va. Wow, 5 ans, Marika, tu t'en vas en première année l'année prochaine. Wow, qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Tu sais, d'abord, elle te trouve un peu drôle, mon oncle, il y a toute tension d'éducation en plus, tu ne sais pas ce qu'on va faire à l'école. Quand tu poses cette question-là aux enfants, ils trouvent drôle la question. C'est comme, ben, c'est évident. Pourquoi on va à l'école? Bon, c'est parfait. Au moins, nous autres, on le sait, c'est on va à l'école pour apprendre. Puis souvent, ils vont dire apprendre à lire. Pas pour rien qu'ils disent apprendre à lire.
Surtout quand les parents, depuis qu'ils sont petits, leur lisent des histoires le soir. Surtout la mère, évidemment, là. C'est comme ça. La lecture représente pour l'enfant un instant de bonheur intense, une relation privilégiée avec l'être qu'il aime le plus au monde, sa mère. Il a associé lecture puis je t'aime moment. Fait que je m'en vais à l'école pour apprendre à lire. Il a bien hâte. Mon petit neveu Jean-François, il a tellement hâte d'aller à l'école. Mon petit neveu Jean-François, première année, il revient au mois de septembre à la maison, tout énervé. Maman, j'ai eu un devoir. Hey, il vient d'avoir son plat, il est ici. Hey, c'est un homme, ça y est, j'ai eu un devoir. Bon, malheureusement, ça ne dure pas. Ces dispositions-là ne durent pas aussi longtemps qu'on voudrait. Même année, Jean-François était revenu au mois de novembre, puis là, il ne comprenait plus rien, parce que là, il dit, ma maîtresse, elle dit, ceux qui ont bien travaillé cette semaine, ils ont congé de devoirs. Mais lui, les devoirs, c'était correct, il était content d'en avoir, mais là, il est tout à l'envers, parce qu'il ne sait plus trop, on donne des devoirs à ceux qui ne travaillent pas bien. Serais-tu pour aimer les devoirs? En tout cas, il est bien mêlé. Mais là, il a réglé son cas. Depuis longtemps, il n'aime plus les devoirs. Ça fait que je reviendrai aussi là-dessus. Les enfants vont entrer à l'école, parce que là, on va parler des premières années. Là, en ce moment, c'est son maximum, quelques jours avant, 3 de dos, pour ça y est, on est rendu là, première année. Ils ont des craintes. Quand on a fait des enquêtes là-dessus, les enfants ont toutes sortes de craintes. Qu'est-ce que vous pensez de quoi? Qu'est-ce que un enfant qui rentre à l'école pour la première fois, au primaire, première année, de quoi qu'il a peur? Qu'est-ce qu'il appréhende? Pas être bon, pas être capable. Bien, pas être bon, pas être capable, je vais vous dire, c'est très loin dans les craintes. C'est rarement exprimé. Je vais revenir là-dessus. La première crainte des enfants, la troisième, je vais aller 3, 2, 1. La troisième crainte des enfants, la plus souvent exprimée, c'est « j'espère que je vais être accepté par les autres ». Genre, j'espère que je vais me faire des petits amis, j'espère que je n'aurai pas de... la relation avec les pères. Ça, c'est un peu une crainte pour eux autres. La deuxième, c'est perdre l'affection des parents ou l'attention des parents pour certains enfants. Tu sais, c'est prendre une chance, ça, là. Quitter la maison comme ça, laisser la maison comme ça des grands bouts de temps, jour après jour. Tu peux revenir, puis regarde, plein de petits frères et de petites sœurs qui sont poussés comme ça pendant ton absence, pendant que tu n'étais pas là à les guetter, tu sais. C'est prendre des... Ça se traduit dans les mots d'enfant par « oubliez-moi pas au service de garde », là, genre, OK? Alors, perdre l'attention des parents, c'est vraiment une crainte importante chez les enfants avant d'entrer à l'école, première année. La première crainte, c'est l'affection, l'attention de l'enseignant. Je dis l'enseignante parce qu'en première année, 99%, c'est des enseignantes. Alors, ça se traduit dans les mots d'enfants, comme là, en ce moment, là, plein d'enfants disent ça en ce moment à leur mère, là, dans le monde entier. J'espère que ma maîtresse va être fine. C'est vraiment très important. Voyez que les craintes des enfants, c'est des craintes de nature sociale. C'est pas surprenant. L'enfant de cet âge-là, c'est un être éminemment social. Il fait les choses pour faire plaisir. Il est fait, ou il est fait pas, on ne sait pas trop pourquoi, mais quand les enfants, ce qui motive beaucoup à l'école, au moins jusqu'en 2e, 3e année, c'est faire plaisir. Faire plaisir aux parents, faire plaisir à l'enseignant. Moi, j'ai travaillé en adaptation scolaire avec des adolescents qui, quand tu faisais quelque chose, c'était pour me faire plaisir. Bon, il n'y avait pas toujours le tour, là, franchement, des fois, même ça ne faisait pas trop plaisir, mais ça, c'est pas normal. Parce qu'un adolescent, ça ne devrait pas travailler pour... Ben ouais, si ça peut faire plaisir aux profs, tant mieux. Pensez à vos ados si vous en avez, là, mais ça devrait travailler pour lui. Mais ça, quand tu as un enfant, puis à l'adolescence, tu travailles pour... S'il travaille, là, remarquez bien, là, c'est pour faire plaisir... parce que là, c'est pas gagné. S'il travaille pour faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, ben là, il y a un petit problème de retard de développement. Alors, l'enfant, il y a des craintes sociales, c'est des craintes qui sont premièrement axées sur l'adulte, ça va changer beaucoup en 4e année, cette affaire-là, OK? Et surtout centré sur l'adulte, faire plaisir à l'adulte.
Il veut bien faire. Il ne sait pas tout le temps comment faire pour bien faire. Des fois, il pète les plombs. Il va faire des crises. Parce que mais il est malheureux de ça après. J'ai eu des enfants en crise, première année, deuxième année, troisième année. Ces enfants-là sont extrêmement malheureux après. Ils ne sont pas contents d'avoir fait une crise. S'ils sont contents d'avoir fait une crise, problème. Okay? Les enfants s'en vont à l'école avec l'intention d'apprendre et de réussir. Ils savent que tu peux avoir des troubles à l'école. Tous les enfants qui arrivent en première année, ils ont soit un petit cousin qui a doublé sa première année, terrible, ou une petite voisine sur la rue avec qui il joue de temps en temps, un petit peu plus vieille, puis elle est en classe spéciale, imagine. Elle est en classe spéciale. Ils savent que tu peux avoir des méga troubles à l'école. Mais ils partent confiants. Ils ne pensent pas que ça va leur arriver à eux. Ils s'en vont prédisposés. Puis je vais vous dire, là, ils arrivent à peu près genre, je vais apprendre à lire, dites-moi quoi faire, puis bon, il y a des niveaux là-dedans encore. Okay? Mais en gros, c'est un peu ça. Malheureusement, force est de constater que dès la première année, nos études nous montrent que certains enfants en viennent à apprendre et réussir, ça vient en deuxième lieu, ça. Ce qui devient important pour eux, c'est, marqué ici, éviter l'échec, c'est pas ça, là. C'est éviter l'impact de l'échec, éviter l'effet négatif de l'échec. Dès la première année, on voit que certains enfants, ça je disais tout à l'heure, quand je disais, c'est pas vrai qu'il y a des élèves pas motivés. Ce que je suis en train de vous dire, puis ça, c'est avéré scientifiquement, c'est que tu as des enfants qui sont plutôt portés vers l'apprentissage, puis tu as d'autres enfants qui sont plutôt portés vers « je me préserve, je me protège ». Et là, je vais vous montrer, je vais vous parler des comportements des enfants qui ont ces priorités-là. Vous allez voir plein d'élèves que vous avez eu l'année passée, et vous allez avoir encore dans le futur. Alors, les élèves qui travaillent pour éviter l'échec, dès la première année, bien, il y en a qui arrivent de même, en fait. Mais dès la première année, tu en as déjà pas mal. Mais la proportion grossit d'année en année jusqu'en 5e secondaire, jusqu'à temps qu'ils puissent quitter l'école, ces élèves-là, parce qu'eux vont décrocher rapidement. C'est ça qui fait que la motivation, ça descend comme ça. Parce que d'année en année, tu as de plus en plus d'élèves qui poursuivent ce qu'on appelle les buts d'évitement. À l'école, leur comportement, c'est pas de s'engager, de persévérer, l'effort d'attention, tout ça, non, c'est des comportements reliés à l'évitement. Essayer de se protéger, de ne pas souffrir. Alors, le premier comportement, c'est pas faire d'efforts. Les enfants se rendent compte rapidement qu'à l'école, moins t'en fais, moins tu as de chances de te tromper. Ben, pas juste à l'école, là. Mais qu'en faire moins, puis qu'à l'école, l'erreur, c'est pas toujours bien vu. Puis plus l'erreur est moins bien vue, si vous me suivez, plus ces comportements-là d'évitement vont apparaître. Puis rendu au secondaire, l'erreur est encore moins bien vue, c'est encore ces comportements-là vont être exacerbés à leur maximum, jusqu'à ce que l'élève débarque. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des élèves qui abandonnent l'école. Moi, je crois qu'il y a des élèves à qui on monte la porte, puis rapidement au secondaire, puis dès le primaire des fois. Manque d'effort. En faire le moins possible. Pourquoi? Parce que regardez bien. Vous avez-vous déjà, moi je me suis posé, j'étais enseignant en adaptation scolaire, puis je me disais, c'est drôle, quand ils ont 40 dans l'examen, ils ont l'air moins choqués que quand ils ont 5 Il me semble que 40, c'est mieux que 5. C'est quoi la réponse à ça? Tu sais, ça a l'air, c'est quand même caractéristique. Même s'ils ne sont pas forts ici, que 40 c'est plus haut que 5, toujours. Ben, en tout cas, je suppose. La réponse à ça, c'est que la réussite puis l'échec, c'est en lien direct avec l'effort. C'est-à-dire que si tu investis beaucoup d'énergie dans une entreprise, quelle que soit cette entreprise-là, n'importe quelle entreprise en existence, une relation amoureuse, ton travail, n'importe quoi, puis ça se solde par un échec, ça fait beaucoup plus mal. Pour les enfants, c'est la même chose. Ils constatent ça rapidement. Moi, là, quand je travaille, j'ai travaillé, puis j'ai eu un échec, puis j'ai des échecs. Une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais je n'atteins pas les standards que je voulais. Mais ça produit des blessures au plan de l'amour-propre, qu'on appelle l'estime de soi, chez les enfants. Puis les enfants, à ce moment-là, certains enfants vont arrêter. Puis plus la situation est stressante, plus ça compte dans la note,
plus certains enfants vont manifester ces comportements-là. Genre, tu donnes un examen d'étape mettons au secondaire, bien important, mais regarde, là, Mario, toi, tu as prévu 45 minutes pour faire l'examen. Mais au bout de 10 minutes, Mario, ça fait 5 minutes qu'il a fini. Mario, il ne lit pas les questions. C'est un chercheur de bonnes... Des questions, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est des réponses. S'il est sûr de savoir la réponse, il va s'essayer. Mais à la minute qu'il y a des doutes, il va arrêter. Il va passer à la réponse suivante, parce que les questions, ça ne l'intéresse pas. Fait que ça va vite dans ce temps-là. Là, il s'en vient avec sa feuille. Là, j'ai dit, Mario, revise. Il sait pire quand je revise. Là, j'ai dit, ça ne peut pas être pire, Mario. Ça fait du bien. J'ai dit, Mario, il était question. Et tu sens plus de réponses pour se mettre à lire les questions. Bon. Pour lui, là, comprendre la maudite question, ça n'a pas rapport avec être capable d'y répondre. Tu es capable de répondre à ça quand tu es bon là-dedans. Puis si tu n'es pas bon là-dedans, regarde, ça ne te donne rien de régler la question. C'est juste, tu vas te faire mal. Alors, il ne prend pas de chance. C'est un chercheur de bonnes réponses. C'est un enfant qui a découvert que l'école, là, il s'en allait là pour apprendre à lire, mais l'école a place des miroirs autour des enfants. Hein. Des miroirs qui réfléchissent une image très nette, très claire de lui-même à l'enfant. Il y a des enfants, cette image-là, ils ne l'aiment pas. Elle est dépréciative, elle est blessante. Okay? Il commence à se protéger. J'en fais le moins possible. Je ne prends pas de chance. Si ce n'est pas obligatoire, je ne le fais pas. Là, on dit il est paresseux. Mais l'as-tu vu, c'est un Nintendo? 3 heures à faire la même affaire. Ou l'as-tu vu jouer dans le cours quand c'est le temps de faire autre chose? C'est situationnel, ça, là. C'est situationnel. Pourquoi, quand on est devant une situation d'apprentissage, on va voir aussi ça, pourquoi devant des situations d'apprentissage, là, il manifeste des comportements apathiques. Deuxième stratégie pour éviter de se faire blesser, c'est pas suivre les consignes, surtout celles du prof. C'est dangereux. Le prof, c'est un expert, il connaît ça, la lecture, il l'enseigne. Tu sais, il doit être pas pire là-dedans. Si je me mets, le prof me dit, fais ça de même. Si je le fais de même, puis je ne l'ai pas, qu'est-ce qu'il me reste pour m'expliquer que je ne suis pas bon? Je suis épais. J'aime mieux faire. Fait que souvent, on dit, les élèves en difficulté à l'école ont peu de stratégie d'apprentissage. La réponse est simple, ça, il ne faut pas avoir enseigné pour dire ça, là. Tu as juste à leur enseigner des stratégies d'apprentissage. Mais regarde, ça ne marche pas de même. Ils ne veulent rien savoir, là, des stratégies d'apprentissage. Pourquoi? Je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que faire que le juge expert me dit fais ça de même, mais sa méthode, elle doit être bonne. Puis si moi, avec la bonne méthode, je ne suis pas capable d'arriver à ça, c'est parce que j'ai des problèmes. C'est pas aussi réfléchi que ça, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme en filigrane à l'intérieur de l'individu, mais ça revient à ça. Un exemple de ça, secondaire 1, plus d'exemples secondaires, mais mettons 6e année, ils ont un cours précis d'aventure à produire. En secondaire 1, mais on va être placé en 6e année. Bon. Moi, je suis en adaptation scolaire, ça fait que vraiment, je leur ai mis une petite feuille, c'est tout mâché, là. Premièrement, tu fais ça. Deuxièmement, tu fais ça. Troisièmement, tu fais ça. Quatrièmement, tu fais ça. Fait que tu fais ça, là. Tu fais ce que je te dis de faire, là. Puis à la fin, tu vas avoir à peu près un récit d'aventure. Tu sais? Ça devrait être possible. Il y a une élève, elle tue son héros dans le premier paragraphe. Là, je dis, regarde, je dis là, bon, à moins, tu sais, tu n'as plus de personnage, à moins d'avoir des funérailles mouvementées, ou fonctionner par flashback, là, mais elle n'était pas très flashback, franchement. Si t'es fait, tu peux plus rien faire, là, t'es gars. Puis là, elle vient me voir avec sa ligne, parce que ça commençait par rapport, il est mort, tu sais, bon. Puis là, elle vient me voir, ben, je suis bloqué. Ouais. Regarde, là, Mélanie, 1, tu fais telle affaire, c'est ça qui est marqué. 1, tu tues ton héros. 2, tu viens me voir. 3, on en discute. C'est ça qui est marqué sur la feuille? Non! Refuser de suivre les consignes. C'est ce qui fait que quand on enseigne comment faire à certains enfants, il faut être très patient. Puis il faut leur montrer que faut pas leur présenter nos méthodes comme c'est infaillible. C'est plus genre,
On peut essayer ça de même, juste essaye de même pour le fun, voir si c'est moins angoissant, moins menaçant pour plusieurs enfants. Il faut surtout être très patient. Il ne faut pas se dire, j'enseigne pas. J'étais dans une école une fois, où, au secondaire encore, bien, on leur donne aucune lecture à faire en géographie et en histoire, en secondaire 1 et 2, OK? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas lire. Mais j'ai dit, on a un problème, là. J'ai dit, ils ne savent pas lire. Secondaire 1 et 2, fait qu'on les fait pas lire. Mais il faut dire à la décharge des profs qu'il y a un programme, qu'il y a des attentes en arrière d'eux. Le programme, c'est pas ça qui mène. Ce qui devrait mener, c'est les besoins de l'enfant. C'est ça. Refus de suivre les consignes. Attitude négative, bon là, ça commence à être le fun. Attitude négative face à l'aide. C'est-à-dire, c'est les enfants qui poursuivent le début d'évitement sont réticents à recevoir de l'aide. Ils passent en arrière pour regarder sa copie, puis ils jette de ça à la vente comme s'il était au football. Il ne veut pas que tu regardes ça. Pourquoi? Parce que tu vas l'aider. Il ne veut pas que tu m'aides. Surtout, tu vas lui dire que ça, c'est pas correct. C'est pas facile à aider. Tu le convoques en récupération, mais regarde, il ne vient pas. Il a oublié. Il ne manque pas beaucoup d'aide non plus. Plus ils sont en difficulté, les enfants, moins ils demandent d'aide. Puis souvent, moins ils acceptent de recevoir de l'aide. Plus les petits gars et les petites filles. Je vais reparler du manque d'effort. J'ai oublié de dire des choses là-dessus. Les garçons, à partir du milieu du primaire, les garçons et les filles commencent à se distinguer sur les causes du succès et de la réussite. Vers la fin du primaire, quand tu demandes à des filles, pourquoi elles ont réussi, elles vont vous dire, là je ne suis pas spécialiste de l'âge adulte, je ne veux pas m'embarquer dans l'âge adulte, mais juste avec tes enfants, qu'est-ce que les filles vont vous dire? Pourquoi tu as réussi, Mélanie? J'ai réussi parce que j'ai travaillé fort. Quand tu demandes à un gars pourquoi il a réussi, il va dire j'ai réussi parce que je suis bon. Alors, je ne sais pas si ça se poursuit à l'âge adulte. Je ne voudrais pas m'aventurer dans cette considération-là. Mais certains de mes collègues disent que oui. En tout cas, ça aide la fille puis ça nuit à la fille. Ça aide la fille dans le sens qu'elle va être plus persévérante. Puis ce qu'on constate à l'école, c'est que souvent les petites filles sont plus persévérantes. Mais ce n'est pas la seule raison, mais ça en peut être une. Ça aide le gars, par exemple, dans le sens que le gars, souvent, il a une très haute opinion de ses compétences. Il va entreprendre des choses qui, peut-être, dépassent ses capacités, mais finalement, il va être aussi, il va peut-être trouver des fois des solutions innovatives pour y arriver. Ça aide un peu les deux. Attitude négative face à l'aide. Donc, des enfants qui ne sont pas faciles à aider. Manifestation de désintérêt. Ça, c'est important, puis vous rencontrez ça souvent. Ça veut dire que, à partir de... Ça va être surtout évident à partir du milieu du primaire. À partir du milieu du primaire, il y a un phénomène naturationnel important qui se produit chez les enfants. Les enfants qui, jusque-là, leur cible, leur mire sociale, c'était surtout les adultes. Hein? Les adultes étaient bien importants pour eux. Là, les pères prennent beaucoup de place. Les pères deviennent des camarades de classe ou autres, deviennent très importants. Ça va s'accentuer jusqu'à atteindre un paroxysme en 12 ans et 16 ans au secondaire. Mais au primaire, c'est déjà présent. La cible sociale, ça devient les pères. Plaire aux pères, ne pas être rejeté, être reject, là, c'est la pire chose qui peut arriver à un enfant de cet âge-là. Les enfants constatent qu'à l'école, tu peux avoir des troubles, des difficultés d'apprentissage tant que tu veux, tu peux être le dernier de la classe tant que tu veux. C'est pas super sur ton statut social. Mais c'est très grave pour ton statut social quand ça a l'air de faire de la peine. Vous comprenez? C'est un gars qui pleure parce qu'il a eu bien des fautes, là. Tandis que les autres gars vont le regarder, là, vont leur dire waouh! Très mal vu socialement. Pour protéger ça, les enfants découvrent qu'à l'école, les garçons plus que les filles, mais les filles aussi, parce que vous savez que les filles se masculinisent beaucoup. Ça n'a pas tout le temps l'air quand on regarde l'habillement, mais quand on regarde les comportements cognitifs, ça paraît un peu plus. À l'école, tu es bien mieux d'avoir l'air de quelqu'un qui ne veut pas, retenez bien ça, que de quelqu'un qui ne peut pas. Parce que si tu as l'air de quelqu'un qui ne peut pas,
malgré tes efforts acharnés, ben c'est à toi qu'on joue des tours, t'es souffre-douleur. Au mieux, t'es ignoré, au pire, t'es bouc émissaire, t'es bully, tu te fais, vraiment la vie devient un enfer. Puis là, l'école, regarde, éviter l'échec, ça devient une préoccupation majeure chez les enfants. Nous autres, on a toutes les affaires qu'on n'aime pas faire. Moi, par exemple, c'est pas vrai, mais mettons, c'est un exemple. J'aime pas bricoler. Alors, quand quelque chose brise à la maison, j'ai pas de problème. Je prends le téléphone, j'appelle un bricoleur, il bricole, il répare, je le paye, il s'en va, pas de problème. Quand tu as 7 ans, puis tu es malheureux comme les pierres à l'école, puis ils parlent de rallonger l'année scolaire en plus, que là, tu ne peux pas absolument pas payer un petit voisin pour qu'il aille à ta place. Ça serait le fun, mais ça ne se fait pas. Que là, même le matin, tu as un autobus jaune qui vient te chercher pour être sûr que tu y vas et que tu ne te perds en cours de route. Que là, tu as une matante qui a 23 ans, c'est vieux ça. Quand tu as 7 ans, 23 ans, regarde, c'est 4, c'est le 3e âge. Hein? Tu es encore à l'école. Tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Tu dis là, mais c'est ça la vie. L'enfer. Puis là, tu arrives à la maison ce soir, pas tellement qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. Ah, Colin! J'essayais de ne pas y penser, justement. Les manifestations de désintérêt. Je donne un exemple de ça. Un élève, j'ai eu Steve, il arrive en classe, il dit, en retard, tout le temps en retard. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai dit, ah, pas ça, c'est plate. Pourquoi on ne fait pas qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? Mais la semaine passée, il y avait chiolé, mais une affaire, il chiale tout le temps. Là, moi, tu sais, j'ai passé la fin de semaine à préparer cette situation d'apprentissage-là. Lui, il arrive, il ne sait même pas c'est quoi, il dit que c'est plate devant tout le monde en plus. Hey, c'est le fun. Bravo, Steve, va-t'en à ta place, s'il te plaît. Là, moi, je développe une certaine animosité. Tu sais, Steve, regarde, là. Mais ça envenime beaucoup la relation que j'ai avec Steve. En plus, il ne veut pas d'aide. En plus, regarde, tu sais, il est déplaisant sans bon sens. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est des mécanismes de défense. Quand tu me dis c'est plate, ça, c'est pas à moi qui parle. Moi, je suis juste là parce que je représente l'autorité, en fait, c'est ça, là. C'est aux autres qui parlent. Il est en train de dire aux autres, regarde, là, aujourd'hui, on va additionner des fractions qui n'ont pas le même chiffre en bas qu'en des deux bords, là. Wow! C'est plate, ça! Tu sais, c'est comme dire, regarde, ça se peut que je ne sois pas capable, là, mais pas grave. Ça se peut que je ne le fasse pas. C'est ça que ça veut dire. Mais vous pouvez vous tenir avec moi pareil. Vous n'êtes pas obligé de me jouer des tours et me rejeter. C'est parce que ça ne me tente pas. C'est parce que je ne veux pas. Et quand on sait ça, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais rien de plate à l'école, là, quand même. Mais ça veut dire aussi que souvent, les élèves, quand ils disent c'est plate, ça veut souvent dire j'ai peur de ne pas être capable. Ça, c'est rare qu'ils disent ça. Mais ils ne peuvent pas dire ça socialement. Toi, tout seul avec, ils vont le dire plus. Mais devant un groupe, dire j'ai peur, je pense que je ne suis pas capable de le faire, il ne peut pas dire ça. Il va dire des affaires, moi au mieux, moi je ne suis pas bon, je ne suis pas trop bon là-dedans. Tu sais, puis comme d'un air détaché, comme ça, il ne faisait rien, parce que sa situation sociale est en jeu. Un autre comportement d'évitement, certains enfants vont adopter des comportements positionnels, des recherches d'attention. Ils vont déranger tout le monde. Hey, c'est le fun, je pense que je ne suis pas capable de réussir, mais je t'empêche les autres d'apprendre. Puis là, je ne suis pas tout seul à ne pas être capable de réussir. On est toute une gang, puis on peut blâmer le prof en avant ensemble. Ça va bien. Fait que ça, bon, quasiment caractériel, là. Des recherches d'attention constantes. Rappelez-vous la pyramide de Maslow. J'ai besoin de sécurité. Hein? Besoin de sécurité avant d'être capable d'avoir des besoins, de réaliser mes besoins, de rencontrer mes besoins d'apprentissage. Comportement positionnel. Antagonisme envers, ça peut être des recherches d'attention, ça peut être lutte envers l'autorité que vous représentez. Mais en arrière d'un enfant qui a des problèmes de comportement, c'est pas pour rien, vous avez déjà demandé pourquoi, la plupart du temps, quand un enfant qui a des problèmes de comportement, c'est rare, c'est ceux qui réussissent le mieux. Ça arrive, mais c'est rare. C'est surtout ceux qui réussissent moins bien. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui sont placés dans une situation, c'est des anxieux, placés dans une situation anxiogène. Ça fait des flamèches. C'est sûr. On va voir tout à l'heure comment on peut rendre les situations moins anxiogènes pour diminuer les problèmes de comportement. Ça marche. Ça peut aller jusqu'à la délinquance. Genre, je ne suis pas bon là-dedans, bien, regarde,
file cheap à l'école toute la journée, mais quand je moleste des plus petits que moi, quand je fais du vandalisme, quand je fais des graffitis, ben là, j'ai du contrôle dans ces temps-là. Ça me fait du bien, ça compense pour ma journée de misère. Et évidemment, les élèves qui poursuivent des buts prioritairement des buts d'évitement, vont être plus portés que les autres à s'absenter de façon non motivée, là, vous comprenez. Ils vont être plus portés que les autres aussi à abandonner l'école sans avoir atteint ou sans avoir acquis un diplôme. Une fois qu'on s'est dit ça, là on va partir autour de ce qui est important pour vous de conserver en mémoire ici, c'est que c'est pas vrai qu'il y a des enfants motivés et des non motivés. C'est une question de direction et d'intensité. Est-ce que l'élève ou le groupe d'élèves est plus orienté vers l'engagement, la persévérance ou l'évitement? Puis à quel niveau? Parce que de la même façon que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui poursuivent des comportements d'engagement et de persévérance, il y a des niveaux là-dedans, il y en a c'est très fort, il y en a c'est faible, mais ça demeure prioritaire. La même chose pour les élèves qui poursuivent des buts d'évitement. Il y en a c'est plutôt ça, il y en a c'est très ça, merci. Il y a des niveaux là-dedans. Alors, la deuxième chose importante à se souvenir, c'est que même un élève qui poursuit des buts d'évitement très, très élevés, très puissants, même cet élève-là demeure encore motivé à apprendre. Elle n'est pas partie sa motivation à apprendre. Très rare que ça arrive, ça. Des primates, les enfants, là. Comme nous autres aussi, finalement, là, hein, c'est porté vers l'apprentissage. Tu fais rien, tu apprends tout seul, des fois. Imagine. Alors, ça court après ça. Mais la motivation à apprendre en contexte scolaire, elle devient comme secondaire. Elle est occultée par les besoins de se protéger soi-même, de protéger son estime de soi. Alors, c'est pas disparu. Juste ici pour montrer que, je vous disais tout à l'heure que la motivation, ça descend de la première année à la cinquième année, à la cinquième secondaire, ça descend, mais ça ne descend pas en ligne droite. Ça descend un petit peu en escalier. Mettons, je mesure la motivation des élèves au mois de septembre, en début d'année. Je remesure le premier coude, je remesure à la fin de l'année, au mois de mai. Bien là, la motivation a descendu. Mais, si je remesure au mois de septembre, l'année d'après, elle a remonté un petit peu. Genre, nouveau coffre à crayon, nouvelle classe. Genre, en ce moment, ils ont dit, moi, j'ai hâte d'aller à l'école, j'ai hâte lundi. Puis là, mardi, ben, pourquoi j'ai hâte d'aller là, moi, là? Puis, puis ça va redescendre en juin de l'année d'après, comme ça. Je ne sais pas si je m'explique bien, là. Ça descend comme ça. Ça veut dire qu'en tête, c'est pas une surprise, là, tu vas dire, les chercheurs, des fois, ils sortent des affaires. Les élèves sont moins motivés en début d'année en fin d'année qu'en début d'année. C'est ça que ça veut dire. On va regarder un peu comment ça fonctionne, la motivation dans un modèle organisé. Ça peut être très utile de comprendre ça avant de passer aux interventions. L'apprentissage et le développement des compétences. Selon ce modèle-là, c'est mon modèle de la motivation, là. Le développement des compétences d'un enfant, ou l'acquisition des connaissances, c'est pas grave, là, c'est relié à des comportements. Si l'enfant déploie des comportements d'engagement et de persévérance, genre faire des efforts, être attentif, utiliser des stratégies, etc., cet enfant-là va maximiser ses apprentissages puis le développement de ses compétences. Au contraire, si l'enfant poursuit plutôt des comportements d'évitement, prioritairement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, genre j'en fais le moins possible, je refuse d'avoir de l'aide, j'ai des petits problèmes de comportement, etc., c'est sûr que ça va influencer négativement le développement de ses compétences. Mais qu'est-ce qui fait, sur sa question 100 000 pièces, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va adopter des comportements d'engagement ou plus prioritairement, plutôt des comportements d'évitement? Selon ce modèle-là, c'est les perceptions de l'élève, ses croyances. Deux types de croyances. Ça, c'est super important. Premier type de croyance, les perceptions que l'enfant a par rapport à lui-même, comme apprenant. Ça veut dire, on appelle ça l'estime de soi scolaire, là, puis vous allez être prêt du concept. L'enfant qui se dit, mettons en mathématiques, moi en mathématiques, je suis assez bon, je suis pas mal capable de faire des affaires. Cet enfant-là va être plus porté à déployer des comportements qui vont faire qu'effectivement, il va apprendre.
Tandis qu'un enfant qui dit, moi, en mathématiques, je ne suis pas tellement bon, je ne suis pas bon là-dedans, je ne comprends jamais rien, je suis vraiment poche en maths, bien, cet enfant-là va avoir plutôt tendance à adopter des comportements d'évitement. Alors, il se pense pas bon, il adopte des comportements d'évitement, il n'a pas une bonne note, puis le fait qu'il n'a pas une bonne note, ça vient confirmer que, gars, je suis pas bon, gars, ma note. Mais si tu avais travaillé, là, tu sais, non, gars, je suis pas bon, gars, ma note. Comme ça que ça pense. Donc, deux types de croyances. Les croyances que l'enfant a, l'estime de soi scolaire, là, les croyances qu'il a sur lui-même comme apprenant, puis aussi la valeur qu'il accorde à ce qu'on fait à l'école. Bien, mettez là-dedans, à des mots plus simples, l'intérêt. Il aime-tu ça? Il aime-tu le sujet? Il aime-tu la situation d'apprentissage? Ça a-tu du sens pour lui? C'est une affaire qu'il aime faire. Ces deux éléments-là, mis ensemble, vont influencer la direction du comportement de l'élève. Alors, de la même façon, un élève qui n'aime pas faire quelque chose, mettons en mathématiques, il n'aime pas faire des homothéties, mettons, bien, cet enfant-là va peu s'engager. Il va plutôt éviter la situation. Mais ces deux composantes-là, perception de soi et valeur, c'est relié ensemble. C'est ce qui fait qu'un enfant, quand tu es bon dans quelque chose, habituellement, tu aimes ça et tu trouves ça intéressant. Puis l'inverse, c'est vrai. Quand tu n'es pas bon dans quelque chose, mais regarde, tu t'en viens à trouver ça pas mal plate et inintéressant. C'est relié de très près, ça. Alors, c'est ce qu'on trouve. Jamais, moi, je vais trouver, très rare que je trouve un élève. Quand je trouve un élève qui il trouve ça bien important, super intéressant, puis il se trouve full poche, là, ben, je dis, gars, lui, là, il est près de la dépression, là, c'est sûr et certain. Parce que l'être humain est ainsi fait que quand tu n'es pas bon dans quelque chose, ben, regarde, puis ça va avec le prof. Hein? Tu n'es pas bon là-dedans, tu trouves ça plate, puis tu n'aimes pas le prof. Qu'est-ce qui fait maintenant que les enfants vont avoir des perceptions de soi, puis vont accorder de la valeur aux matières scolaires? Qu'est-ce qui influence ça? Bien, il y a un ensemble de facteurs, c'est particulièrement les facteurs sociaux. Des résultats antérieurs, ça c'est est-ce que je suis bon là-dedans? Est-ce que j'aime ça? Mais regarde, je suis rendu en 6e année, moi en maths, je suis tout le temps assez poche, là. Finalement, j'aime pas bien ça, puis vous comprenez, les résultats antérieurs. La comparaison avec les pairs. Une étude, j'avais mené plusieurs années, secondaire, cheminement particulier dans une école très zone défavorisée de Montréal, comparait des élèves en 536 au collège Brébeuf, en maths. Ils ont le même âge. Ils n'ont pas le même niveau de compétence en mathématiques, loin de là. Moi, ce qu'ils font en 536 à Brébeuf, en 5, moi, faudrait que je m'y remette. Puis même là, c'est une perception de compétence négative que je suis en train de dire là, mais c'est autre chose. Mais qui se trouvait le moins bon? Bien, ceux qui n'étaient pas bons, les plus faibles de la classe de 536 à Brébeuf, ils se trouvaient plus poches que les plus faibles puis ils étaient au niveau de 3e année, les autres en maths, là. OK? Ben, tu te compares à ton environnement. Hey, le plus faible à Brébeuf, il aurait pu, je veux dire, il savait comme 100 fois plus que les autres en cheminement particulier. Tu te compares avec les élèves qui poursuivent des buts d'échec, ça c'est une façon de les identifier, les autres sont très portés sur c'est quoi ma note. Tu sais, genre, tu distribues des copies, un élève qui est très centré sur l'apprentissage, des copies corrigées, lui, il va avoir tendance à feuilleter son affaire en disant ah, quand je l'ai eu, ça c'est le fun. Hey, elle m'a enlevé des points là, maudit, puis il pense la même, tu sais. L'autre, lui, qui est centré sur l'évitement de l'échec, lui, il voit sa note. Ouais, 63, bon. Là, il va regarder à côté. Bien, 55, il y a ben niaisole. Et ceux qui rient, ceux qui se moquent de plus des élèves, c'est ceux qui sont un petit peu, pas les plus forts, ils peuvent pas rire parce qu'ils vont avoir des gros troubles. D'abord, ils sont. Quand tu es très fort et tu ris de ceux qui sont plus faibles que toi, c'est que tu ris de tout le monde. C'est une position sociale extrêmement dangereuse. Un autre facteur qui influence les perceptions des élèves quant à la valeur des tâches puis par rapport à eux, c'est les pratiques. Les parents, bien sûr, la famille, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand tes parents à bas âge ont associé des activités comme la lecture et des choses qu'on fait à l'école à des rapports positifs,
Je dis des fois, je vais vous dire quelque chose. Ça, des parents d'ados, parce que les parents d'ados, c'est des années difficiles pour les parents. Je dis, garde, tu le récompenses, tu l'emmènes au musée. Là, il y a un parent qui me dit, l'amener au musée. Je dis, musée, on s'en fout. Tu fais n'importe quoi, tout seul avec lui. Pas que tu lui payes des billets pour aller au musée. Tu vas, toi, avec lui. C'est ça qui est important. Ça, psychologie 101, ça. Le rapport à l'autre, l'attention. Le musée, on s'en fout. Il va trouver ça saugrenu de vouloir aller au musée, tu sais. Mais tu vas voir qu'il va, la plupart du temps, il va garder un très bon souvenir de ça. À moins que tu t'es discuté avec, tu le donnes. C'est une autre affaire. Les pratiques parentales. Les parents qui ont déjà stimulé leurs enfants à bas âge, ils ont fait associer la valeur à leurs enfants par rapport. Puis aussi à faire acquérir des connaissances qui les aident dans leurs années scolaires. Il y a d'autres facteurs. Hey, je suis là, moi, j'ai des rencontres de parents. Je rencontre des parents, je remets rencontre de parents en mathématiques. Là, j'ai une élève. Elle est super bonne, secondaire 3. Vraiment très bonne. Là, bon, sa mère, elle me dit, vous savez, ma fille, elle est là, l'étudiante. Ma fille n'est pas bien bonne en maths. Bon, elle dit, moi, je n'étais pas bien bonne en maths non plus, tu sais. Bon, là, je dis, madame, c'est sûr, ça, hein, les maths, c'est transmis lors de la conception, ça, c'est chromosome, il y a des X et des Y, c'est des maths, ça. Mais là, je vois la pogne qui est là, tu sais. Là, j'entends, wow, nous autres, on est full poche en maths, peut-être depuis 10 000 ans. Puis là, moi, il faudrait que je mette fin à la malédiction cette année. Ou le parent qui dit devant toi, devant l'enfant, ah, je ne sais pas, sa petite sœur, sa grande sœur, elle va bien, elle est comme, mais donc de la misère. Tu dis, garde, madame, là, fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Jamais, jamais, jamais. Tu ne compares pas tes enfants entre eux sur la base de l'intelligence. Tu veux-tu avoir du trouble? Tu vas en avoir, elle va te faire payer ça au centre. Tu fais pas ça. Puis ça, il y a des choses, des parents, c'est à la décharge des parents, c'est pas facile d'être parent. Il n'y a pas de cours là-dessus, là. Ça t'arrive de même. Quoi que. Mais des parents, des fois, c'est des messages pour leur dire des choses. Ça, faites pas ça, faites pas ça. Dites pas devant l'enfant des choses comme ça. Dites pas. Les mathématiques, ça s'apprend. C'est pas parce qu'on a de la misère, vous avez. Tu sais, ça, là, ça, il faut intervenir là-dessus. Alors, c'est sûr que les parents, aussi, est-ce que la culture scolaire, c'est important pour les parents? Est-ce que les parents mettent beaucoup d'importance à ça? C'est bien sûr que ça veut dire que si les parents ne sont pas là pour soutenir le milieu scolaire, c'est sûr que ça ne nous aide pas. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, on ne peut rien faire. Parce qu'au contraire, il faut faire plus. C'est pour ça qu'en milieu défavorisé, notamment, l'égalité en éducation, l'égalité des chances en éducation, ça passe par l'inégalité des ressources. C'est pour ça qu'il faut donner des fois plus au milieu défavorisé, parce que, regarde, les parents, justement, ils sont moins là. C'est pas dans leur culture, l'école. C'est souvent eux-mêmes, quand ils étaient à l'école, ils ont haï ça pour mourir. Parce qu'eux autres aussi, on les a montrés du doigt, on les a fait sentir mal pendant des années et des années. Fait que les rapports, des fois, avec eux autres, là, c'est pas évident. Et finalement, les pratiques pédagogiques. Ce qu'on fait en classe, ça aussi, ça joue. Il y a d'autres facteurs, hein. Ça, c'est des facteurs avec lesquels je travaille. L'influence des pairs, la culture locale, etc. Les pratiques pédagogiques, puis le contexte d'apprentissage. Ça, nous autres, on a de la prise là-dessus. Les parents qui viennent de se séparer, qui chicanent tout le temps, pour pas faire grand-chose, c'est pas notre job. Mais, effectivement, ça a un impact sur les enfants.